Aujourd'hui, pour cette première édition, je vous propose une vidéo simple et je l'espère efficace sur comment débuter Stellaris en 2021. Parce que oui, des vidéos comment débuter Stellaris, il y en a beaucoup, mais pour l'essentiel, elles datent de 2016 et les autres sur la version 3.03 comme actuellement, là, vous le voyez à l'écran, eh ben, il y en a assez peu, voire même je crois qu'il n'y en a pas. Et comme les gens sur le Discord posent souvent beaucoup de questions, et souvent les mêmes d'ailleurs, je me suis dit, tant qu'à faire, faisons une vidéo. J'espère la première d'une longue série et efficace aussi, hein, parce que le but c'est quand même que vous compreniez le jeu. Parce que Stellaris est un jeu quand même assez compliqué, hein. Ça c'est vrai que, comme tous les jeux Paradox déjà, mais un jeu particulièrement difficile à prendre en main et c'est vrai qu'il vaut mieux le faire avec une aide, hein, autre que le didacticiel, puisque on connaît les didacticiels et dans le cas de Stellaris il ne fait pas exception à la règle, ce n'est pas un très très bon didacticiel. Quoi qu'il dit l'essentiel, hein, mais pas suffisamment selon moi. Alors du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein. On va lancer une partie avec un empire déjà créé par le jeu, hein, de préférence, comme ça vous pourrez reprendre le même si jamais vous voulez faire exactement la même chose, avoir les mêmes points de repère. La galaxie par défaut, si vous avez modifié des trucs, vous faites réinitialiser, et voilà. Comme ça, on aura grosso modo la même partie, si ça intéresse certains de lancer la vidéo en même temps que la partie, pour tester par eux-mêmes tout ce qu'ils pourront voir. Je tiens à préciser que je suis sur PC, d'une part, donc vis-à-vis des joueurs console, les conseils seront les mêmes, hein, ça vaudra exactement de la même façon pour eux, hein, étant donné que ce sont des conseils très basiques, hein. Et je précise également que j'ai tous les DLC. Ça, normalement, ça ne devrait pas non plus changer grand-chose, hein, en tout cas pour le début de partie que je vais présenter dans cette vidéo. Et de même, j'ai une interface, comme vous pouvez le voir, qui est modée, hein. C'est pas exactement la même interface que le jeu de base. Je mettrai le mode dans la description si c'est possible. Et comme ça, vous pourrez avoir le même. C'est juste un mode de confort, hein, honnêtement, c'est un mode graphique, ça ne change absolument rien au jeu. Sinon, comment c'est affiché en haut. Et c'est quand même bien plus pratique, hein. Il y en a plusieurs des modes comme ça, notamment Tiny Outliner, que je recommande vivement, même si je ne l'utilise pas. On m'a souvent dit que c'était un must, et apparemment il est très efficace. Enfin bon, quoi qu'il en soit, commençons directement par l'essentiel et parlons des technologies. Alors les technologies, vous avez trois types de technologies: les sciences physiques, les sciences sociales et les sciences ingénierie. Alors c'est un jeu qui est relativement simple sous cet aspect-là, Stellaris, parce que vous avez trois slots de recherche, donc vous ne pouvez pas en gagner plus en cours de jeu, et vous avez des arbres de recherche qui sont spécialisés. Autrement dit, vous avez des sciences physiques que vous retrouverez que dans le slot de sciences physiques, hein. Vous ne pouvez pas interchanger comme sur des jeux par exemple Heart of Iron. Si je devais prendre une comparaison d'un autre jeu Paradox, vous avez des slots de recherche, vous pouvez en avoir plus ou moins, ça dépend de votre avancée dans votre focus tree. Mais là, ça ne bouge pas dans Stellaris. Vous en avez toujours que 3, quoi que vous fassiez, vous en aurez toujours 3. Et les sciences que vous trouvez dans une certaine classe, les technologies que vous trouvez dans une certaine classe, vous ne les retrouverez pas dans une autre, hein. Vous ne pouvez donc pas avoir recherche en sciences physiques plus 20% dans le slot de recherche sociale. Ça paraît évident, mais enfin, je préfère le préciser à toute fin utile, ça n'est pas interchangeable. Également, ce qu'il y a à savoir sur la science, au niveau de la production, c'est deux choses. La toute première, c'est votre science, votre production de science, elle tient à deux choses. La première, c'est la production brute, que vous voyez là. Donc, voilà, vous avez le descriptif. Et qui est alimentée, si l'on peut dire, par d'une part les stations que vous allez construire en orbite de vos planètes, enfin des corps célestes dans vos systèmes, et d'autre part, et principalement surtout, par les chercheurs. Donc ce sont les chercheurs ici qui vont produire votre science. Et pour avoir des chercheurs, vous devez donc construire des laboratoires de recherche. Il est aussi à savoir que de base le jeu vous donne une production fixe pour commencer la partie, donc 10 de chaque science, de l'unité, de l'influence, etc. Cette valeur augmente et baisse en fonction de votre niveau de difficulté. Enfin, il me semble d'ailleurs que vous n'avez que des bonus lorsque vous êtes en cadet, autrement vous n'avez rien d'autre. Enfin voilà pour la science. D'une part la production brute, et d'autre part le multiplicateur.
Le multiplicateur, il est fixé en fonction de beaucoup de choses, hein. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte pour les multiplicateurs. La compétence du scientifique, qui est en fonction de son niveau. Donc niveau 1, vous avez plus 2 de vitesse de recherche. Ensuite, vous avez également votre dirigeant quand vous êtes biologique. Cette vidéo, je tiens à le préciser, ne marche que pour les empires biologiques classiques. Donc tous ceux qui jouent robot et qui jouent Hive, vous regarderez les prochaines vidéos, mais en tout cas celle-ci ne s'adresse pas forcément à vous au niveau de tout ce qui va être les petites spécificités. Par exemple ici on a avancé scientifique qui est un très bon focus, qui nous donne plus 10% de vitesse de recherche, ce qui est quand même énorme. Donc c'est un des moyens d'avoir plus de recherche ici. Vous avez également le trait de votre scientifique, qui vous donne plus 10% de vitesse de recherche, là dans le cas d'une étincelle de génie, sur n'importe quelle technologie, dans n'importe quel arbre de technologie. Et vous avez potentiellement des plus 15% de vitesse de recherche si vous avez la bonne recherche en spécialité. Pour être plus clair, ici la technologie que je recherche est une spécialité, informatique, excusez-moi, j'ai la gorge qui flanche. Et mon scientifique est un expert en particules, donc le bonus ne s'applique pas. Mais si j'avais un expert en informatique, j'aurais plus 15% qui s'afficherait juste ici. Donc voilà, la recherche scientifique tient à ces deux choses, la production brute et le multiplicateur. C'est tout ce qu'il y a à savoir globalement pour la science pour le moment, hein, pour tout ce qui va être arbre de technologie, les bonnes technologies à apprendre, etc. Je ferai une vidéo à ce sujet-là, mais plus tard. Là, on se concentre vraiment sur l'essentiel. Dans la droite lignée de l'essentiel, on a les vaisseaux. Alors d'une part, vous avez les vaisseaux militaires, hein, donc ces trois magnifiques corvettes que vous avez en début de jeu. Elles ont l'avantage indéniable de ne servir absolument à rien. Voilà, dans les corvettes ça ne sert à rien en début de jeu. Il n'y a que, allez, 2-3 situations dans lesquelles ça va être utile. La première, c'est quand vous aurez une colonie et que vous avez un astéroïde qui fonce dessus. Là, vous allez envoyer la flotte pour gérer l'astéroïde, hein. Et encore, vous n'en aurez pas souvent besoin, parce que déjà, c'est rare que vous ayez cet astéroïde-là qui apparaisse. Et d'autre part, c'est assez rare que la station qui soit au centre du système n'engage pas l'astéroïde. Ou qu'elle l'engage trop tard. Généralement, la station pourra le détruire elle-même. D'autre part, la flotte, elle est intéressante si vous avez les fanatiques qui apparaissent en tout début de jeu. Donc les fanatiques, c'est une espèce de chaîne de précurseurs, pas de précurseurs, non, une chaîne d'événements. Ce sont des vaisseaux de fanatiques qui attaquent votre système principal et qui stationnent à peu près ici ou en bordure, qui se font pas attaquer par la station, en général en tout cas, et vous avez besoin d'envoyer votre flotte pour les gérer. Bon, après vous pouvez également utiliser vos vaisseaux militaires pour perturber les vaisseaux de reconnaissance ennemis, hein, donc les vaisseaux scientifiques ennemis qui recherchent dans des systèmes. Vous pouvez décider de les attaquer avec votre flotte pour les empêcher de prendre un système. Par exemple là j'ai deux mondes habitables. Si jamais il y a un vaisseau scientifique qui rentre là-dedans et qui aura reconnu le système avant moi et du coup il pourra construire une station avant moi, bah pour l'empêcher de le prendre, je peux envoyer mes corvettes pour faire fuir ces vaisseaux et moi-même prendre le système. C'est une possibilité, mais c'est assez rare. Ça, généralement, contre les IA, ça ne sert pas à grand chose. Généralement, vous ne serez pas assez tassé dans une galaxie, hein. Là, on est dans une 600 étoiles. Vous avez largement la place avant de rencontrer une IA. Pareil en multijoueur, hein. Il n'y a que vraiment les parties multijoueurs où on est 20 sur une 200 étoiles où vous aurez peut-être besoin de faire ça. Mais donc, en général, encore une fois, la flotte ne vous sert absolument à rien pendant les 10 premières années de jeu. Ensuite, bon, une banalité monumentale, les vaisseaux de construction, ça sert à construire. Donc voilà, vous l'utilisez pour faire les stations en orbite des corps célestes de vos systèmes. Et vous l'utilisez également pour augmenter votre territoire, donc en allant construire des avant-postes. Pour construire ces avant-postes, vous avez besoin du vaisseau scientifique pour rechercher les systèmes. Vous faites reconnaissance du système, hein. Déplacer ici, évidemment, ça ne fera rien, donc vous allez faire la reconnaissance. Et pour les systèmes que vous ne connaissez pas, eh ben vous ne faites pas explorer, hein. Explorer, c'est la même chose que déplacer ici. Ça veut dire qu'il va aller en orbite autour de l'étoile du système, mais il fera rien d'autre. Grosso modo, si jamais je lui fais explorer un système, bah, ça revient à ce que je fasse ça, au lieu de faire ça. Voilà. Donc vraiment, pensez à ça. Également, pensez à Shift et reconnaissance de système, comme ça vous donnez des ordres à la suite. Et ça évite d'avoir à redonner des ordres à votre vaisseau scientifique à chaque fois qu'il a repéré un système. Ça aussi, je sais que pas mal de joueurs ne le savent pas.
Et dernière petite chose avec le vaisseau scientifique, ça c'est pour plus tard parce qu'en tout début de jeu ça ne sert pas à grand chose, mais vous avez l'assistance de recherche qui donne plus 10% de vitesse, enfin pas de vitesse de recherche mais de production brute sur la planète. Et donc c'est pas rien, hein. Quand vous avez une planète avec par exemple 7 laboratoires et que vous produisez au total 300 de sciences sur votre planète, et ben avoir un plus 10% sur ces 300 de sciences, bah, c'est quand même pas rien, ça peut être intéressant. C'est même assurément intéressant, donc vous pouvez le faire. Et ce bonus de 10%, il sera d'autant plus élevé que votre scientifique aura 2 niveaux. Donc par exemple, un niveau 1 c'est 10%, un niveau 4 ce sera 16%. Voilà donc pour les vaisseaux. Alors ensuite, on va s'en prendre au gros morceau de cette vidéo et qui nous prendra le plus de temps, ce sont les planètes. Les planètes et les ressources. Alors les ressources, on va les décrire tout au début, hein. Les crédits énergétiques, bah, ils portent bien leur nom, ils font à la fois crédit, donc argent, et à la fois énergie, hein. Ils ont ce double rôle dans le jeu. Ils vous permettent d'une part d'acheter des ressources au marché. Ils permettent également d'acheter des ressources à des enclaves éventuellement. Donc vous avez les artistes, vous avez aussi comment dire, ceux qui vendent leurs services en technologie. Vous pouvez également payer des flottes de mercenaires. Bon, vous avez plein de façons de dépenser vos crédits énergétiques en tant qu'argent, mais vous servez aussi de ces crédits pour entretenir des bâtiments, pour entretenir votre flotte et vos vaisseaux, hein. Également les modules que vous avez sur vos starbases. Bref, l'énergie c'est une ressource qui est très importante. Quand vous allez dessus, vous avez le détail. Donc vous avez le commerce qui vous rapporte de l'énergie. Et au niveau de la consommation, vous avez vos vaisseaux, vos stations, les bases stellaires, les bâtiments, etc. Donc tout ça, très important de le noter. Crédit énergétique, une des ressources les plus importantes. Ensuite, vous avez les minéraux qui vont vous permettre de construire toutes ces stations, tous ces bâtiments, ces districts, et qui serviront également à entretenir des emplois de métallurgistes et d'artisans. Très important parce que les métallurgistes produisent de l'alliage, et j'aurais tendance à dire que l'alliage, c'est peut-être la ressource la plus importante du jeu avec la science. La puissance d'un empire va se faire en fonction de son niveau technologique et de sa production d'alliage, et donc de sa capacité à assembler une flotte. La flotte, ça va être vraiment la concrétisation de votre puissance, de la puissance de votre empire, en fait. Vous pouvez avoir 20 000 de science en production mensuelle. Si jamais vous n'avez pas d'alliage, n'importe qui, même au début du jeu, pourra venir vous rouler dessus. Donc prenez garde à ça. Le but dans Stellaris, finalement, c'est d'équilibrer le niveau scientifique et le niveau de production d'alliage pour avoir un empire le plus efficace possible. Et toutes les autres ressources sont là pour arriver à ce but. Donc ça ne sert à rien d'avoir 4000 de crédits énergétiques en excédent, de même avoir 4000 de minéraux en excédent, ça n'est pas nécessaire. Ensuite la nourriture, bon la nourriture c'est quelque chose d'extrêmement simple, hein. Ça permet de nourrir vos populations à raison de 1 par population. Simplement. Après, vous avez le cas des consciences collectives, des ruches, qui, elles, ont des emplois qui nécessitent de la nourriture pour les entretenir. Mais le cas des ruches, et même celui des intelligences mécaniques, donc des robots, est quelque chose d'un peu particulier, et là, je me concentre vraiment sur les empires biologiques classiques. Donc, on va éviter de considérer tout ce qui va être exception, sinon on n'a pas fini. Donc ensuite, les biens de consommation. Bon, les biens de consommation, ils ont un peu le même rôle que la nourriture, hein. Ils servent à entretenir vos populations. Plus votre population est élevée dans la hiérarchie, plus elle va consommer de biens de consommation. Et certains emplois vont également nécessiter des biens de consommation, donc je pense notamment aux chercheurs et aux bureaucrates. Vous en avez d'autres, mais ce sont les principaux. L'alliage, enfin, c'est une ressource qui vous permet d'assembler vos vaisseaux, qui permet de construire des stations, qui permet de faire aussi des avant-postes pour étendre votre empire. C'est une ressource très importante et qui coûte relativement cher au marché. En acheter, c'est très très cher, mais en vendre, ça peut aussi être un peu rentable, hein. Si vous produisez trop d'alliages, vous pouvez en vendre, vous en tirerez un bon prix. Également, il y a des emplois qui parfois nécessitent une consommation d'alliages. Je pense notamment à ceux qui assemblent des robots. Après, on a le cas, comme vous le voyez là, des 3 ressources rares, les particules volatiles, les gaz exotiques et les cristaux rares. Ça, ce sont des ressources qui arrivent un peu plus tard dans le jeu et qui sont très précieuses et très importantes parce qu'elles permettent 2 choses. La première, c'est d'améliorer vos bâtiments.
Et la deuxième, c'est d'équiper des armes plus évoluées sur vos vaisseaux. C'est-à-dire qu'à partir du niveau 4, même du niveau 3 je crois, certains types d'armements vont vous nécessiter des ressources rares pour pouvoir être équipés. Donc il me semble que c'est bien du niveau 4, parfois du niveau 2 en fonction des armes, hein, notamment les plasmas niveau 2 nécessitent des gaz exotiques. C'est pour ça que parfois, vous voulez améliorer votre flotte, mais elle ne s'améliore pas. Et vous vous dites, mais pourquoi j'ai l'alliage? Et bien c'est parce qu'il vous manque ces ressources rares. Donc faites attention à ça, les ressources rares c'est très important. Aussi, petit dernier point au niveau des ressources, ne tombez jamais en négatif de biens de consommation, de nourriture et de ressources rares. Pourquoi? Parce que les biens de consommation, si vous tombez en négatif, c'est-à-dire pas en négatif au niveau de la production mensuelle, hein, mais au négatif au niveau de la production mensuelle et du stock. C'est-à-dire que si vous avez 20 000 de stock et vous faites moins 5, on s'en fiche. Parce que vous avez un stock qui vous permettra de subir, enfin de tenir ce moins 5. Mais si vous avez moins 5 et que vous n'avez pas de stock, vous allez avoir un malus qui va s'appliquer à tout l'Empire, qui va apparaître à peu près là au niveau des pop-up en rouge, et ce sera un moins 25% de bonheur ou quelque chose dans ce goût-là. Et vous allez avoir des révoltes sur vos planètes, la stabilité va baisser, vous ne produirez plus rien, votre production de science va être divisée par 2, ça va être une catastrophe. Pareil pour la nourriture, vous allez avoir du bonheur en moins, vous serez en famine, la population va arrêter de se développer, ça va être terrible. Et les ressources rares, alors là vous êtes en négatif, c'est purement et simplement moins 25% de production sur tout l'Empire. Moins 25% de production, c'est colossal. Donc il ne faut jamais tomber en négatif de ressources rares, jamais. Pareil pour la nourriture et les biens de consommation, mais particulièrement les ressources rares. Enfin bon, l'influence, c'est une ressource qui est assez difficile à obtenir parce que finalement, vous ne pouvez pas la produire. Ça n'est pas possible. Le seul moyen d'en gagner davantage, c'est lorsque vous avez des factions, faire en sorte qu'elles soient le plus heureuses possible. Lorsqu'il y a d'autres empires, vous les érigez en rivaux. Donc c'est dans les relations diplomatiques. Et vous avez des technologies qui vous permettent d'avoir plus d'influence. Vous avez également la domination qui, lorsque vous terminez la tradition, vous donne plus 1 d'influence. Bon bref, vous avez quelques moyens de l'augmenter, mais généralement, vous arriverez avec beaucoup de difficultés au-dessus des 7-8 d'influence. Après, vous avez plus tard un édit qui vous coûte de l'unité. Ça, c'est pour les gens qui sont arrivés plus tard dans la game. Quand vous avez fini toutes vos traditions, vous avez des édits comme ceci, mais qui vous coûtent de l'unité. Et ce sont des édits très puissants, donc vous en avez un, c'est carrément plus 5 d'influence mensuelle. C'est quand même pas mal. Donc l'influence est une ressource assez importante pour tout ce qui va être diplomatie, pour étendre votre empire, pour construire des mégastructures. C'est une ressource très intéressante aussi pour les revendications, bien évidemment. Quand vous allez voir conquérir un empire, vous allez avoir besoin d'un maximum d'influence. Et vous ne pouvez pas augmenter la limite de stockage de l'influence qui est à 1000. Forcément, vous avez 1000, vous ne pourrez pas stocker davantage. Contrairement à toutes les autres sources où vous pourrez augmenter la limite de stockage. L'unité également, hein, c'est une ressource assez importante parce qu'elle va vous permettre de faire les traditions qui vont vous donner des bonus très intéressants et vous donner accès aux atouts de l'ascension qui eux aussi donnent des bonus mais vraiment très qualitatifs. Je pense notamment au premier, l'un des meilleurs, ascension technologique, très très bien. Et je pense également au chemin ascensionnel. Alors pour ça, vous avez besoin du DLC Utopia. Utopia est certainement le meilleur DLC de Stellaris. Ça et Synthetic Down sont 2 DLC que vous avez vraiment besoin d'avoir si vous voulez avoir un maximum, enfin, pas un maximum, mais de très bonnes possibilités dans le jeu. Utopia et Synthetic Down sont 2 DLC très très importants. Utopia donne accès aux chemins ascensionnels qui sont extraordinaires. Vous pouvez maîtriser l'évolution, donc faire de la pop absolument ce que vous voulez. Vous pouvez devenir des robots alors que vous étiez organique à la base. Et vous pouvez vous connecter aux sphères, donc devenir des entités psychiques très puissantes. Vous pouvez faire ce genre de choses. Et tout ça, il vous faut Utopia. Donc vraiment, si vous ne savez pas quel DLC prendre, prenez Utopia, prenez Synthetic Down pour pouvoir jouer les robots. C'est très intéressant. Donc l'unité, ça permet d'obtenir les atouts les traditions, puis les atouts d'ascension. Donc une ressource très importante et à ne pas négliger. Et enfin, la science, hein, si on peut considérer ça comme étant une ressource, c'est quelque chose qu'il faut produire, hein, parce que la technologie va vraiment permettre à votre empire de passer à un niveau supérieur au niveau de la puissance économique, militaire et même diplomatique. Hein. Vous avez des technologies qui augmentent votre poids diplomatique. C'est vraiment très important. Si vous êtes à la traîne en science dans une partie,
c'est assez difficile d'avoir un vrai poids vis-à-vis des autres empires. Donc ne négligez pas ça. Le seul moyen de pallier au manque de science, c'est de produire davantage d'alliages. Et si vous ne produisez ni l'un ni l'autre, vous serez forcément à la traîne et tout en bas du classement. Enfin, votre empire ne comptera quasiment pas. Donc voilà l'importance de toutes ces ressources-là. Après, bon, je vais continuer de détailler, mais là, vous avez les ressources qui sont extrêmement rares. Alors, ils ont mis les artefacts mineurs, mais les artefacts mineurs, ce sont même pas forcément des ressources, hein, ce sont des objets, limite, que vous allez récupérer au niveau des sites archéologiques. Mais bon, les vraies ressources rares, ici, il y en a 4, c'est le métal vivant. Parfois, vous n'en avez simplement pas dans la galaxie. Voilà, c'est pareil pour l'Azro. La matière noire, c'est certainement celle que vous trouvez le plus souvent. Il y en a quand même pas mal. C'est toujours au niveau des trous noirs. Parfois, vous avez aussi des anomalies qui donnent de l'exploitation de matière noire sur certaines planètes, mais ça aussi c'est très très rare. Et enfin les nanites que vous obtenez en allant dans l'amas L, qui apparaîtra par là quand vous l'aurez débloqué. Hein. C'est une extension de la galaxie avec laquelle on ne peut communiquer qu'à travers des portails spéciaux que l'on trouve dans des trous noirs. Donc voilà, là c'est la petite précision au niveau des ressources très très rares. Et enfin, vous avez l'extension d'Empire. L'extension d'Empire, bon, il vaut mieux éviter de l'excéder parce que si vous êtes en... Comment dire? Par exemple, on va faire ça. Je vais supprimer mes 2 emplois de bureaucrate. Je vais passer un jour, normalement. Et voilà. Donc si vous avez une extension d'Empire qui est supérieure à votre capacité d'extension d'Empire, vous allez avoir des malus qui vont augmenter le coût des technologies. Donc plus vous allez avoir un excédent enfin plus vous allez excéder votre extension d'Empire, plus vos technologies vont vous coûter cher. Donc si vous ne faites pas attention, vous pouvez avoir carrément un plus 200% de coût des technologies. Pareil pour les traditions, vous allez avoir des malus dessus. C'est encore plus sensible sur les traditions que sur la science. Enfin, vous aurez aussi des malus sur les décrets que vous pourrez passer par la suite ici. Donc évitez d'excéder votre extension d'empire de façon trop forte. C'est pas un drame, hein. Vous n'allez pas mourir ou perdre la partie parce que vous avez 2 points d'extension d'empire en trop. Même au contraire, hein, vous pouvez largement n'en avoir rien à faire, mais gardez ça à l'esprit, il ne faut pas non plus trop l'excéder, il faut en prendre attention, il ne faut pas l'ignorer. Donc voilà pour les ressources. Ça permettra plus tard que vous créiez vos espèces, que vous construisiez des bâtiments et des districts en fonction pour savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'il est typique des nouveaux joueurs de créer des ressources un peu au pif, se dire « Oh, j'ai pas assez de minéraux, je vais en faire un petit peu plus ». L'idée n'est pas bête, mais il faut savoir dans quelle direction est-ce qu'on avance, et pour ça, il faut savoir ce qu'on veut chercher. Et à cette fin, il faut évidemment bien connaître les ressources et ce qu'elles nous permettent de faire. Donc après avoir décrit les flottes, les scientifiques et les ressources, je vais vite faire un petit passage sur la planète en elle-même et tout ce que vous voyez. Et je pense que j'aurais dit vraiment l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. Après, on pourrait explorer l'onglet contact, etc. Mais la vidéo durerait 2 heures et ça n'est vraiment pas le but. Donc au niveau de la planète, vous avez plusieurs choses. Alors tout premièrement, vous avez la spécialisation de la planète. Ici, vous êtes en capitale d'empire. C'est normal, c'est votre premier monde. Plus tard, vous aurez des colonies et vous aurez le modificateur colonie jusqu'à 5 populations et là, vous pourrez la spécialiser. Ces modificateurs vous donnent de gros bonus en fait sur la production de votre planète. Donc là, 5% de stabilité, 5 de stabilité, c'est énorme. 10 de service, c'est colossal. Donc c'est très très intéressant d'avoir ce type de modificateur. Par contre, vous n'en aurez pas d'aussi puissant sur vos colonies. Vous aurez d'autres choses. Donc là, je ne peux pas le faire parce que c'est bloqué en capitale. Mais vous aurez par exemple des mondes miniers, où vous aurez plus 20% de production des mineurs. Donc ici, plus 20% de 5 productions brutes, c'est quand même intéressant. Vous aurez des mondes que vous pouvez dédier à la science, où vous réduisez l'entretien des chercheurs, et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant aussi, ce sont les mondes spécialisés dans la métallurgie ou dans l'artisanat, ce qui fait que ces districts-là, ce sont des districts industriels qui vous permettent de produire ces 2 ressources, donc les biens de consommation et les alliages. Ces districts-là ne produiront qu'un seul type d'emploi. Actuellement, sur une planète non spécialisée, ils produisent un emploi de chaque.
Si jamais vous voulez produire une quantité importante d'alliage parce que vous avez assez de biens de consommation et que vous avez les moyens de faire davantage d'alliage, bah vous n'avez pas forcément envie de construire des districts industriels qui vous donnent les deux ressources. Vous allez vous retrouver à augmenter votre alliage, mais non seulement moins vite parce que vous aurez un emploi qui part dans l'artisanat, et en plus vous dépenserez des ressources pour produire une autre ressource dont vous avez déjà suffisamment de revenus. Donc pour éviter d'avoir à faire les deux emplois, vous créez ces districts industriels sur une colonie, vous spécialisez la colonie en industrie ou en métallurgie, et cette spécialisation fera que ce district-là ne donnera qu'un seul job, enfin que deux jobs dans une seule des deux spécialités. Donc là, vous auriez par exemple deux emplois d'artisans ou deux emplois de métallurgistes. Je ne sais pas si j'ai été très clair, au pire il y a la section commentaires qui est dédiée à ça. Mais voilà, la spécialisation des mondes est quelque chose de très important. Et vous voyez où elle a été spécialisée en fonction de ce qui est marqué ici. Ensuite, vous avez la nature du monde, donc monde continental, l'habitabilité qui est à côté, donc ça c'est en fonction de votre espèce. Votre monde capital, vous aurez toujours 100% d'habitabilité. Et vous voyez que votre espèce, bon là ce sont des humains, ont une préférence continentale, ce qui fait que tous les mondes continentaux que vous allez trouver dans la galaxie, vous aurez 80% d'habitabilité dessus. Et tous les autres mondes qui sont de la même séquence, c'est-à-dire la séquence humide, c'est-à-dire continentaux, tropicaux et océaniques, vous aurez une habitabilité plus élevée que sur les autres. Par exemple, la séquence glaciaire et la séquence désertique, vous n'aurez que 20% d'habitabilité. Et les mondes morts, vous n'aurez que 0% d'habitabilité, ce qui est absolument catastrophique. L'habitabilité, je le précise, elle influe sur plusieurs choses, non seulement la production des emplois, la vitesse de développement et le coût d'entretien d'une population. Plus vous aurez d'habitabilité, moins elle vous coûtera en entretien, plus elle produira et plus vite elle se développera. Et au contraire, moins vous aurez d'habitabilité, pire ça sera. Ensuite, là, vous avez la taille de la planète. Alors, la taille de la planète est quelque chose d'important parce que ça va fixer le nombre de districts que vous allez pouvoir construire, ainsi que la capacité du monde. Alors, la capacité du monde, je détaillerai ça dans une autre vidéo qui sera dédiée à la croissance de Pop et à d'autres choses certainement. Mais c'est quelque chose qui fait que vous allez avoir un modificateur qui va venir en plus de la croissance brute, qui va venir augmenter la croissance de votre population. Enfin bon. En ce qui concerne les districts, parce qu'on va revenir à quelque chose de plus basique, vous avez normalement une limite, là c'est 20, où vous ne pourrez pas construire plus de 20 districts sur votre planète. Vous avez des districts qui sont de base limités de toute façon. Par exemple, les districts agricoles, les districts miniers et les districts générateurs, vous ne pouvez pas en construire plus que ceux qui sont disponibles de base sur la planète. Là, vous voyez, j'ai 8 districts miniers, 8 districts énergétiques et 7 districts de nourriture. Je ne pourrais pas en construire plus. Même si le monde me permet de construire 20 districts, je ne pourrais pas construire plus de districts que ce qui m'est proposé ici. Par contre, ça ne s'applique pas aux districts industriels et urbains. Vous pouvez en construire autant que vous voulez, tant que vous restez dans la limite de la taille de votre planète. Pour atteindre cette limite, parce que de base, normalement, vous avez des bloqueurs, eh bien vous devez déblayer ces 10 bloqueurs. Par exemple, là, vous avez un district maximal en moins du fait de ces bloqueurs-ci. De même, vous avez des bloqueurs qui vont réduire le nombre possible des districts générateurs miniers et agricoles. Là, par exemple, je peux techniquement construire 8 districts énergétiques, mais j'ai un bloqueur qui, en plus de me retirer 1 de capacité sur le monde, me bloque la construction de 2 districts énergétiques. Pareil pour la nourriture, vous le voyez, ils sont barrés en rouge. Donc voilà pour les districts, ce qui est essentiel de savoir. En les retirant, parfois vous avez des bonus, comme celui-ci. Le bidonville tentaculaire vous donne carrément une pop en plus, qui est très très bien. Donc le premier des districts que vous devez retirer, c'est celui-ci. Une pop, c'est quand même fondamental. Quand vous jouez à Stellaris, vous allez faire la course à la population, parce que c'est ce qui va permettre de construire, enfin de produire vos ressources. Et plus vous produisez de ressources, plus vous êtes puissant. Là-dessus, c'est logique. En ce qui concerne maintenant du coup le gouverneur, pour rester sur cette interface, vous avez une personnalité du coup qui va appliquer un bonus qui lui est propre. Ici j'ai un gouverneur intellectuel qui augmente de 10% la production de chaque ressource, enfin de chaque science, et qui, grâce à sa compétence plutôt, réduit de 3 la criminalité sur le monde, augmente la production de 2% sur chaque emploi,
et réduit l'extension d'empire due aux populations. L'extension d'empire, c'est quelque chose qui va se faire sentir ici. Parce que l'extension d'empire, elle tient à plusieurs choses. Au district, au système que vous avez colonisé, aux colonies et aux populations que vous avez. Donc voilà, pour réduire votre extension d'empire, vous avez meilleur temps d'avoir un très bon dirigeant. Pareil pour augmenter la production. Enfin, ici, vous avez des modificateurs de planètes qui sont propres à la planète ou à votre origine. Ici, j'ai esprit colonial. Et pourquoi est-ce que j'ai esprit colonial? Et bien simplement parce que mon espèce est colonie perdue. Donc voilà, vous aurez d'autres bonus. Parfois, sur des planètes que vous allez découvrir, vous aurez des bonus qui augmenteront l'habitabilité, d'autres qui réduiront l'habitabilité, certains qui augmenteront la production de certains emplois. Donc voilà, vous découvrirez ça au fur et à mesure du jeu. Donc les modificateurs spécifiques aux planètes, vous les verrez ici. Pareil, vous les verrez aussi dans l'onglet particularités. Vous verrez ceux qui donnent plus d'emplois générateurs, plus d'emplois générateurs encore une fois, etc. Miniers. Parfois vous avez même des particularités rares qui vont vous permettre d'exploiter des ressources rares, qui vont vous créer carrément des emplois. Ça peut être intéressant du coup d'aller checker cet onglet particularités. Ensuite, pour passer là sur cette petite partie à droite, vous avez quelque chose qui est extrêmement important, c'est la stabilité, j'en parlais tout à l'heure. La stabilité, plus vous en avez, plus vous allez produire. Par exemple, là, j'ai 67% de stabilité, et le fait d'avoir 67% de stabilité me donne plus 10,20% de production des emplois. Plus votre stabilité sera haute, plus ce bonus sera élevé. Et plus 10% de production, c'est énorme. Vraiment, vous devez essayer de faire en sorte que votre planète ait un maximum de stabilité. Ou en tout cas, ne pas descendre en dessous des 50% de stabilité, parce que si jamais vous descendez en dessous des 50%, le bonus de production va se transformer en malus de production. Vraiment, faites attention à ça. Et pour maintenir une stabilité haute, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus efficace et le principal moyen, c'est le bonheur. Pour avoir du bonheur sur vos populations, vous devez avoir un maximum de services. Voilà, donc là les populations sont très heureuses, donc j'ai un bon niveau de stabilité et j'ai un bon niveau de service. Si vous êtes en négatif en service, vous aurez forcément du malheur qui va se répercuter sur votre stabilité et réduire la production de votre planète. Ça aussi c'est très important. Après évidemment pour augmenter le bonheur, vous n'avez pas que les services qui entrent en jeu. Vous avez évidemment le contentement des factions quand elles apparaîtront. Vous avez plein d'autres bonus qui permettent d'augmenter le bonheur de votre population, comme par exemple dans les droits d'espèce, les conditions de vie. Vous pouvez augmenter le bonheur en fonction des conditions de vie. Donc voilà. Voilà pour la stabilité, quelque chose de très important et ne pas négliger. Ensuite là vous avez l'onglet décision, donc vous dépensez des ressources pour les effets qui sont marqués. Hein. Ensuite vous avez la criminalité, quelque chose dont les nouveaux joueurs ont tendance parfois un peu à surestimer ou à sous-estimer, c'est au choix. Disons que vous n'êtes pas obligé de rester à 0% en permanence. Tant que vous êtes à 20% ou en dessous, vous n'aurez pas de malheur lié vous n'aurez pas de malus lié au crime. Par contre, si vous passez au-dessus des 20%, vous pouvez commencer à avoir des events sur votre planète qui vont l'impacter de façon négative. Par exemple, vous aurez monde criminel, ce qui va augmenter la criminalité de base et va faire en sorte que des populations qui autrefois produisaient vont partir dans des emplois de criminels. Non seulement les emplois de criminels ne produiront rien, mais en plus ils inciteront certaines firmes criminelles peut-être à venir s'installer. Donc ce sont comme des chômeurs que vous ne pouvez plus réemployer, les criminels. Vous devez vraiment l'éviter, c'est terrible, d'autant que si vous ne gérez pas non plus la criminalité sur le long terme, vous pouvez avoir des modificateurs qui sont encore pires. Parce que encore 2-3 populations qui partent au crime, c'est pas forcément extrêmement grave, mais quand vous commencez à avoir des moins 20% de stabilité du fait d'une guerre des gangs, ou un moins 10% de production du fait d'un racket, là ça commence tout de suite à devenir un peu plus grave. Donc faites attention à votre criminalité. D'autre part, vous avez les logements. Les logements, il faut toujours en avoir un peu en excédent. Plus vous avez de logements en excédent, jusqu'à un certain niveau, hein, si vous avez plus 300 de logements en excédent, c'est la même chose que si vous avez plus 30. Mais plus vous avez de logements en excédent, plus votre population va se développer sur le monde. Pareil, si vous avez moins de logements que nécessaire, donc si vous êtes en négatif de logement, vous allez avoir de la surpopulation. Et la surpopulation, non seulement va réduire le développement de pop, mais en plus va réduire la stabilité, de façon brute.
Donc moins 1 logement, c'est égal à moins 1 de stabilité. Ce qui est assez dommageable. Ensuite, là, vous avez les pop inemployés, donc globalement les chômeurs, qui s'affichent ici. Donc si vous avez un chômeur, par exemple, spécialiste, vous allez avoir l'icône de spécialiste qui apparaît. Si vous avez un chômeur, par exemple, gouvernant, et bien vous aurez l'image de gouvernant. Et généralement, vous aurez surtout des chômeurs qui sont des ouvriers. Hein, donc voilà. Alors, petite précision, au niveau des gouvernants, ouvriers, etc., ce qui les sépare, non seulement c'est les jobs. Les jobs de gouvernants sont plus productifs que les jobs de spécialistes, qui eux-mêmes sont plus productifs que les ouvriers. Mais la principale différence surtout, c'est que lorsque vous avez un gouvernant qui est inemployé, il ne peut pas se réemployer dans un emploi d'ouvrier. Vous avez ce qu'on appelle une durée de déclassement, c'est-à-dire qu'il lui faut un certain temps avant de pouvoir accepter d'aller dans un job d'une classe en dessous. Donc voilà, c'est pour ça que parfois vous avez des chômeurs et que pourtant vous avez plein d'emplois disponibles, mais en fait ils ne vont pas dedans parce qu'ils ne sont pas de la bonne classe sociale. Il faut attendre qu'ils se déclassent. Et donc voilà, là vous avez l'icône des emplois disponibles. Quelque chose que vous allez tout le temps vérifier lorsque vous êtes en train de checker vos planètes vite fait. Vous regardez le chômage, les logements et les emplois disponibles pour vous assurer que votre planète se porte bien. Les services, j'ai déjà détaillé, c'est très important pour le bonheur et éviter des malus au niveau de la stabilité. Enfin, il me semble avoir déjà parlé, bon ça c'est le secteur, donc là on est déjà sur la capitale, donc elle a un secteur par défaut. La preuve en est, on a un gouverneur. Mais plus tard, quand vous allez coloniser des mondes qui seront très loin, eh bien le gouverneur de cette planète, il sera trop loin pour les administrer, et vous allez devoir créer un autre système avec un autre gouverneur. Et pour ça, vous devrez cliquer sur cette icône-là, sur la planète en question. Et elle créera un nouveau secteur dans lequel vous pourrez mettre un gouvernant avec des bonus différents. Et donc voilà. Pour les gouvernants et pour les systèmes, voilà donc. La spécialisation des mondes, j'en ai déjà parlé. Ensuite, vous avez la valeur commerciale juste ici. La valeur commerciale, ce qu'elle produit, ça va varier. Ça va varier en fonction de votre politique. Par exemple, vous avez la politique commerciale, c'est ici. Création de richesse, ce qui fait que 1 de valeur commerciale, c'est égal à 1 de crédit énergétique. Vous avez la bénéfice au consommateur, ce qui fait que là vous pouvez lire les valeurs commerciales, 1 point équivaut à 0,5 d'énergie et 0,25 de biens de consommation. Et là c'est la même chose mais avec de l'unité. Donc produire de la valeur commerciale ça peut être intéressant. Après il ne faut pas se leurrer, c'est une ressource qui est assez difficile à produire de façon intentionnelle. Parce qu'en réalité le seul job qui produit de la valeur commerciale ici ce sont les administratifs. Après, vous en avez une valeur commerciale qui est produite de base du fait de la présence de population sur votre planète. Mais les administratifs vont quand même produire de la valeur commerciale. Cependant, les emplois administratifs ne sont pas très intéressants. Parce que partons du principe que votre valeur commerciale vous produit 1 d'énergie par point de valeur commerciale. Ici, votre emploi administratif vous produirez donc 4 d'énergie. Sauf qu'à côté, vous avez un technicien qui lui vous en produit 7,6. Donc presque 2 fois plus. Là-dessus, il vaut mieux quand même, pour produire de l'énergie, il vaut mieux produire via les techniciens. Et vous me direz certainement, oui, mais celui-là, en plus, il produit des services. Je dirais 2 services, c'est risible. Si vous voulez vraiment produire des services, vous utilisez un holothéâtre. Un job produit par l'holothéâtre, donc un job d'artiste, produit 10 de services. Ce qui est 5 fois plus qu'un administratif. Donc voilà, si vous voulez vraiment booster votre économie, parce que parfois j'entends des nouveaux joueurs ou des débutants qui disent oui, mais j'ai une très bonne, enfin j'ai pas de chômage, mais pourtant mon économie elle se porte pas très bien. Oui, mais elle se porte pas très bien parce que vous avez des emplois qui ne produisent rien d'intéressant. Donc commencez déjà par injecter tous ces emplois dans la production de métallurgistes, et une fois que vous aurez vos 20 d'alliages supplémentaires, vous pourrez peut-être commencer à faire une flotte, ou en sciences, etc. Et là, vous allez vraiment commencer à produire des choses utiles. Donc c'est typiquement pour ça que la zone commerciale n'est pas considérée comme étant un bon bâtiment. Après, évidemment, si vous êtes dans une optique RP et que vous voulez faire une ligue commerciale et que vous voulez vraiment produire beaucoup de valeur commerciale parce que c'est votre délire, c'est tout à fait possible. Stellaris est un jeu qui est essentiellement fait pour du roleplay. Eh bien, vous pouvez donc vous focus sur la valeur commerciale. Sachez seulement que ça n'est pas rentable.
Et donc voilà pour la valeur commerciale. Là vous avez le détail de toutes les ressources qui sont produites par la planète, ainsi que tout ce qui est pris en entretien. Vous pouvez tout voir là. Également pour voir davantage de détails, vous allez dans l'onglet population. Vous ouvrez la barre et vous cliquez sur une des pop et là vous avez tout. Et même en regardant la production, vous avez le détail de la production elle-même. C'est vraiment là, si vous voulez rentrer dans les détails de Stellaris, vous allez vraiment dans ces zones-là. Vous regardez l'influence de la production, etc. L'entretien, pourquoi est-ce que j'ai plus de coûts d'entretien? Bah là, c'est du fait de dépensier, c'est ce trait-là. Voilà. Vous réalisez vraiment l'impact en allant dans ces petits menus où vous voyez tous les modificateurs. Stellaris est vraiment composé de plein de petits modificateurs. Une fois qu'on les a compris, c'est relativement simple de s'en souvenir, mais quand on débute le jeu, c'est très difficile déjà de les connaître et en plus de trouver où ils sont. Donc voilà où est-ce qu'ils se trouvent. Et donc pour finir sur les planètes, vous avez les districts dont je parlais tout à l'heure, districts urbains qui sont là pour les logements et débloquer des slots de bâtiments, voilà, pour débloquer ceux qui sont auparavant bloqués. Ils vont également donner plus de logements. Ils vont donner un emploi administratif, mais bon, vous savez ce que je pense des emplois administratifs. Vous avez également le district industriel, qui lui va vous produire donc l'alliage et les biens de consommation en contrepartie d'un entretien en minéraux. Et après, vous avez les trois districts des trois ressources primaires, si l'on peut dire, les districts générateurs, miniers et agricoles. Avec des valeurs de production différentes. Si vous pouvez le voir, par exemple, un mineur ne produit pas autant qu'un ouvrier et qu'un technicien. Voilà, ce sont des petites choses à savoir. Par exemple, quand vous allez faire votre espèce, vous dites « Ah, j'hésite, est-ce que je vais mettre le trait plus 15% d'énergie ou le trait plus 15% de minéraux ?» En vrai, si c'est la production simple de ressources qui vous intéresse, il est donc plus rentable de prendre le plus 15% d'énergie parce qu'un emploi en énergie produit de base plus qu'un emploi en minerai. Donc le bonus de 15% sera plus sensible. Ça, ce sont des choses qu'il est bon de savoir avant de commencer à créer une espèce, et c'est pour ça que le jeu est peut-être un petit peu, enfin, pas mal fait de ce côté-là, mais un petit peu contre-intuitif, parce qu'il faut lancer une partie et après créer son espèce, pour vraiment savoir quels sont les modificateurs que l'on fait, que l'on applique. Par exemple, pour une espèce aussi, le trait développement rapide est très très important. Enfin, c'est pas développement rapide, c'est bonne reproductrice. C'est très important parce que la population dans Stellaris, c'est vraiment la vie. Et si vous n'avez pas assez de pop, votre empire va stagner et typiquement un empire avec 50 de population ne pourra jamais concurrencer un empire qui en a 200. Ça n'est pas possible. Donc voilà. Voilà tout ce qu'il était bon à savoir. Là, vous avez le développement de la population que je décrirai dans une autre partie. Et voilà, donc les bâtiments, c'est relativement simple, hein. Vous les construisez avec les emplacements disponibles, vous pouvez les remplacer, vous pouvez également les démolir ou les désactiver. Si jamais vous venez de conquérir une planète et qu'il y a eu beaucoup de morts sur cette planète, vous aurez normalement beaucoup d'emplois disponibles et des bâtiments qui ne seront donc pas utilisés. À ce moment-là, au lieu de payer l'entretien, vous pouvez simplement les désactiver ou les démolir, c'est au choix. L'avantage de les désactiver, c'est que dès que vous avez la pop qui arrive, vous pouvez le réactiver et vous n'aurez pas à redépenser et à perdre du temps pour construire un nouveau district, enfin pour construire un nouveau bâtiment. Vous ne pouvez pas désactiver les districts, vous ne pouvez que les détruire. Voilà, voilà, l'essentiel étant dit, je pense que nous pouvons donc arrêter cette vidéo là. Pour tout ce que je n'ai pas dit et dont vous posez encore des questions, il y aura certainement des vidéos à ce sujet là qui arriveront bien après, ou plus tard, je ne sais pas, je verrai. Et pour nos amis joueurs de robots ou de ruches, eh bien alors je vous dis à bientôt dans une vidéo qui ne devrait pas tarder. Sur ce, je vous dis bonne soirée ou bonne journée, ça dépend, et à la prochaine.